On va passer aux questions. On va passer aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je reprends les questions. Il y avait une question notamment au tout début sur la première partie, probablement que j'ai oublié. Sinon, n'hésitez pas. Alors oui, une question, quid des opportunités d'emploi lors du bear market? En ce moment, beaucoup de cash tournent. Car en étant bull run, n'est-il pas un risque de se lancer comme développeur blockchain selon les phases du marché? Très bonne question. Je pense qu'on peut faire un petit tour de table sur cette question si vous voulez. Peut-être quelqu'un qui veut se J'ai lancer. répondu par écrit, David. J'ai Ah d'accord, j'ai pas vu. Ah, Formidable, Laurent. j'ai Laurent est dit. formidable. Dans tous les cas, ça Guillaume peut et la mer. être l'occasion d'échanger dans tous les cas sur le sujet. C'est le Guillaume et la mer. Ouais. J'ai dit que historiquement, les développeurs de l'écosystème crypto et Bitcoin en premier se sont toujours positionnés comme complètement insensibles au cours, c'est-à-dire que ils considéraient, ils se positionnaient en disant que la valeur de la crypto n'avait aucune importance. Donc ça, c'est pour le développement des blockchains elles-mêmes. Je ne sais pas si c'est encore valide, hein. Il y a des cas où il semble que ce soit plus le cas. Mais je ne vois pas pourquoi ça aurait une influence particulière. Je dirais même qu'une période de baisse, c'est plutôt une période calme. Donc ça a aussi des avantages. Très bien. Bah, écoute, non, merci beaucoup, Laurent, pour cette perspective. Peut-être Oana ou Carolina, n'hésitez pas si vous avez, ou Yacine également. Enfin, Je dirais qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de liens entre l'industrie et son évolution et la valeur des cryptos qui sont toujours en train de se trouver, hein. On n'est pas sur un marché qui est hyper clair. On ne comprend pas toujours pourquoi il y a des baisses ou des montées dans les prix. Par contre, ce qui est assez clair depuis les dernières 2 années, je dirais, c'est que la blockchain est là pour rester. Donc, une industrie d'avenir. Et si on a l'occasion d'apprendre et de se former dedans, il faut y aller. merci beaucoup. Si je peux Tout à rajouter fait. un mot là-dessus. Alors en effet, sur la valorisation d'une crypto, ça ne va pas forcément impacter le développement. Ce qui peut être impactant, c'est notamment ce qu'on peut voir avec Ethereum et les frais de transaction qui sont assez élevés, où là, les startups ou les entreprises vont se détourner de cette blockchain, par exemple, pour aller justement sur une blockchain moins énergivore déjà, et avec des frais de transaction plus faibles. C'est là où il y a en effet des coûts d'utilisation et de fonctionnement d'une blockchain qui vont impacter le développement des entreprises. Et cela est particulièrement clé enfin, en termes de formation, d'arriver à bien faire comprendre aux gens les ordres de grandeur. C'est un être humain, c'est 2 kWh par jour, et si vous faites une transaction Bitcoin sans utiliser de layer 2 ou quoi que ce soit, eh ben, vous allez être à 870 ou 890 kWh à peu près. Donc c'est des ordres de grandeur là complètement fous, et en effet à un moment c'est de bien poser ces questions-là en termes de vitesse de transaction, en termes de pérennité, de portabilité aussi d'une blockchain à une autre. Certaines sont mortelles, il y a quand même beaucoup de darwinisme à l'œuvre actuellement, et donc c'est comme ça qu'on peut ouvrir vers d'autres blockchains, alors que le premier réflexe en effet c'est Ethereum, parce qu'il y a quand même eu une facilité de mise en œuvre, bien travaillée avec les DApps et avec tous les ERC 721 pour les NFT et autres, ou ERC20 pour les actions, pour les levées de fonds, mais en effet Tezos a son rôle, il y a du Polkadot, il y a du Cardano, il y a Solana en train de monter, enfin il y a tout un paramétrage comme ça d'environnement sur lequel il faut prendre un peu de recul, et puis à un moment quand même faire des choix pour arriver à avancer. C'est une grosse difficulté et gros enjeu de formation, avec cette notion de il n'y a qu'une certitude, c'est le doute. Mais c'est du doute où il faut quand même avancer, quoi. Donc voilà. Et revisiter peut-être les choix tous les mois et demi. Enfin, il ne faut pas que ça soit trop perturbant non plus, mais il y a un équilibre en fait que j'ai rarement vu dans d'autres missions ou dans d'autres secteurs d'activité, que ce soit le mobile ou que ce soit même les fast-moving consumer goods, comme on les appelait, là, tous les biens de grande consommation. C'est là, ici, dans des secteurs aussi technologiques que celui-là, ça défie l'entendement. C'est vraiment des années chiens en permanent, quoi. C'est une année vaut 7 années d'une vie normale.
j'ajouterais juste une dernière chose, de bien faire la distinction entre technologie et on va dire ce qui en est fait avec les cryptos et le trading, pour aller un peu dans le sens de Ohana. Vous parlez de dev blockchain. Il y a tout un travail qui est fait par les équipes d'ingénieurs qui développent ces blockchains avec des notions de sécurité, des notions d'intégrité des données. Et je pense qu'il faut un peu distinguer ça des tendances qui peuvent avoir lieu sur le marché et voir un peu à long terme. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous soyez convaincus du futur de cette technologie pour vous y lancer. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu la majorité des cas des personnes qui sont ici. Merci beaucoup Carolina. Une question d'Arthur qui voudrait savoir, enfin avoir des détails sur la notion de tokenomics et sur le job d'analyse financier autour des cryptos. Est-ce qu'il y aurait une personne peut-être capable de répondre à Arthur? Yes, je me permets de prendre la parole, n'hésitez pas à me compléter. Donc, la tokenomics, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est le fait de créer des règles d'incentive pour aider la soutenabilité, la sécurité du cours. En fait, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est les règles de tokenomics au niveau de la blockchain layer 1. Et donc là, les règles sont plutôt l'émission d'un token et le fait de protéger, de par l'émission continue de tokens, qui sont le mining ou le staking, des mécanismes de protection de la blockchain. Et après, il y a la tokenomics au niveau des projets, au niveau des tokens. Donc, c'est plutôt de cela dont on parle. C'est quand on crée un token, quelles sont les règles d'émission, quelles sont les règles de valorisation, quels sont les enjeux, les mécanismes qu'on peut mettre pour lui apporter de la liquidité, lui apporter de l'expansion et de l'usage. Donc, en fait, c'est toutes ces règles-là qu'on crée, qu'on pense quand on crée un projet, quand on crée un token. Et donc, l'exemple le plus simple, je trouve, c'est le stablecoin algorithmique. Donc, comment créer un token qui est stable et qui ne repose pas sur un collatéral 1 pour 1. Donc, il n'y a pas $1 dans une banque qui garantit la valeur d'$1 sur la blockchain. Et ben dans ce cas-là, il y a pas mal de règles mathématiques pour essayer de faire en sorte que sa valeur soit protégée et préservée. Et donc ça, c'est un des éléments de la tokenomics. Donc le rôle d'analyse financier, en fait, c'est un rôle qui est un peu plus large. Ça va du scoring et de la perception de l'équipe, de la technologie et du projet sur l'analyse de projet. Donc en fait, comme on pourrait le faire un VC ou un fonds traditionnel lorsqu'il fait l'analyse de projet. Sauf que là, il y a un gros enjeu de compréhension technologique pour pouvoir aller jusqu'au bout de quelle est la stack technique qui a été choisie, quel est le consensus de la blockchain, à quel point l'équipe est pertinente par rapport à ce que le projet veut réaliser, sa roadmap, etc. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont multiples et qui rendent le travail d'un analyste plus complémentaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut me compléter. Ok, merci beaucoup. Merci Adrien. Question suivante, question plutôt sur de Nicolas. Donc, je suis formateur en gestion d'entreprise et doctorat en sciences de l'éducation. J'ambitionne une future formation de consultant blockchain. Mes compétences sont-elles transférables dans ce domaine pour répondre à des besoins spécifiques? Question, peut-être si jamais il y a des personnes plus, peut-être Yacine en tant que conseiller. Oui, dis-moi, j'ai. Alors oui, donc Nicolas qui est formateur donc en gestion d'entreprise et doctorant en sciences de l'éducation et qui souhaiterait donc faire une future formation de consultant blockchain et qui souhaite savoir si ses compétences sont transférables dans ce domaine. Forcément, s'il a des compétences déjà en formation, justement, ce que nous, on va chercher en 2022, c'est avoir une augmentation des formations en France. Donc, ça va être, je pense, clé, les compétences qu'il a en formation, associer ça aux compétences techniques blockchain. Ça veut dire à pouvoir justement former par la suite des jeunes, que ce soit pour du développement, pour du sales, pour du marketing. Il a complètement sa place dans l'écosystème blockchain. Très bien, mais écoutez, ouais. Donc il y a d'ailleurs une question sur la partie, je crois, sales. Quelles opportunités professionnelles pour les profils de business développeurs sans expérience blockchain, mais avec volonté d'intégrer le secteur? Je peux prendre une partie, j'ai déjà fait une réponse par écrit, mais... Ah, très bien, merci. Mais en fait, l'expérience blockchain en soi, elle existe très rarement. Donc, ce
vraiment des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de travailler en équipe et qui sont prêts à s'adapter à un marché qui est très mouvant. Ce sont ça les qualités qu'on cherche. Évidemment, on apprécie l'expertise qui vient d'autres domaines qu'on peut transférer facilement dans le domaine de la blockchain, mais c'est pas, on ne fait pas de cas pratique. Qu'est-ce que Tezos quand on embauche des gens, en tout cas chez Nomadic, parce qu'on sait que c'est des choses qui s'apprennent. Ça, cette partie-là, on la fournit. Excellent. C'est clairement une attitude de flexibilité en fait, que doit avoir la personne. Parce qu'on est en train de plus en plus de parler, je ne sais pas si c'est le CDO va être remplacé par du Chief Meta Officer plutôt que le Chief Digital Officer, donc, mais on parle de plus en plus, par exemple, chez LVMH, c'est le Chief Omni-Channel Officer, qui est déjà né depuis à peu près 2 mois. Là, je crois il a donné une interview dans les Échos il y a 2 jours. Donc, juste pour montrer que le sales rep, je dirais classique, ou le directeur des ventes, a juste devant lui, il avait peut-être le web et le web to store, enfin, il avait du trade marketing avec du physique et du web. Et là, tout ça est en train de se complexifier, de s'élargir petit à petit. Et la difficulté pour lui, c'est qu'il va vendre non seulement peut-être des produits physiques ou services, mais il va vendre en plus de la propriété ou peut-être faire l'équivalent de ce qu'on appellerait pour du crowdfunding, de la prévente, mais on va vendre des NFT qui pour l'instant sont statiques, mais qui peuvent évoluer dans le temps. Donc on peut les rendre vivants, enfin ils peuvent être biologiques, alors pour l'instant ils sont encore minéraux. Donc la complexité c'est ça, il faut quelqu'un qui ait envie d'explorer lui-même et d'inventer presque des nouvelles value propositions jour après jour dans les sociétés, que ce soit Tezos ou même que ce soit des grands groupes du CAC 40, parce que c'est en train de se combiner, de se tricoter, multiples choses se tricotent les unes avec les autres, et le commercial de base, plan, qui vend, qui sort son catalogue et tout ça, non, ça c'est pas le cas. Il va y avoir beaucoup de sur-mesure légers à faire, de skins, je dirais, un peu nouveaux à faire à chaque fois qu'un nouveau client va apparaître ou que de nouveaux consommateurs vont faire des demandes un peu spécifiques par tranche d'âge, par zone géographique, par secteur. Enfin, on va vers un monde assez passionnant en termes de volatilité, de variabilité. Et je rajouterais à ça une grande capacité à travailler en équipe parce que, comme dit Pierre, il y a tellement besoin d'avoir des connaissances qui varient d'une situation à l'autre que c'est quasiment impossible d'avoir ça déjà dans le bagage quand on débarque dans un milieu blockchain. Donc, la capacité de travailler en équipe et de toujours chercher à interagir avec ses collègues, c'est vital. C'est une richesse extraordinaire qu'on gagne en faisant ça. Et c'est valable dans tous les métiers. C'est pas limité à la partie sales. Moi, j'ai un background de juriste. J'apprends tous les jours de mes collègues parce que je dois m'adapter à mon milieu de travail. Pour rebondir sur cette partie juridique, et en effet, il faut avoir une équipe un peu plus large que ce que l'on peut faire en marketing classique quand on construit un produit, avec le prix, avec les 4P, le prix, l'endroit où on va le vendre, le produit et la promotion qu'on va faire, puisqu'il y a une dimension juridique, par exemple sur du NFT. Il y a eu un très bel exemple avec Hermès qui conçoit qui délègue une fabrication de NFT à un designer. Il se trouve que le designer a des contrefaçons. Et donc là, Hermès est en train d'attaquer le designer parce que le contrat était bon, mais il n'a pas empêché la contrefaçon. Donc, j'ai le cas pour des grands crus. Si vous avez un grand cru avec un NFT, est-ce que vous êtes propriétaire du NFT? Vous avez acheté la bouteille, mais est-ce que vous avez la propriété de marque? Donc, il y a des limites comme ça, juridiques, qui sont fortes. Pareil pour la fiscalité ou la comptabilité. Quand on a du NFT, moi, j'avais travaillé avec l'autorité des normes comptables sous la houlette de la Direction générale du Trésor il y a 3 ans pour arriver à intégrer le token dans le plan comptable général. C'est pas le plus simple de savoir s'il est dans le compte de résultat, s'il est en produit constaté d'avance, s'il est hors bilan. Et la fiscalité, c'est le fait déclencheur. Et alors, le fait déclencheur, la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, n'a pas encore dit exactement si le NFT était un crypto-actif. Et on ne sait pas, ça dépend s'il y a de l'immobilier en dessous, ou s'il y a du vin, ou s'il y a de l'art, ou si c'est un dessin. Il va y avoir des catégories comme ça très différentes. Donc là aussi, c'est très mouvant. Et d'où le besoin d'avoir un juriste ou un cabinet d'avocats pour être capable pas forcément d'amener des certitudes, mais de dire au moins, voilà les lignes que l'on prend et d'arriver à clarifier cette ligne pour la défendre par la suite, parce qu'il y aura des retours de bâton assez colossaux, je pense, sur tout ce qui est fait actuellement. Une question peut-être pour Carolina. Merci Pierre. Merci Oana.
Carolina, donc quelle est la place des ingénieurs en sécurité des SI dans la blockchain, donc en sécurité des systèmes d'information dans la Oui, blockchain? Je t'en merci prie. beaucoup, David. Oui, effectivement, j'ai vu passer la question dans le chat. Je suis moi-même étudiante en cybersécurité dans le cursus ingénieur. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose qui me parle et je vous confirme ce qui a été dit dans le chat. Clairement, on voit énormément de besoins. La blockchain, pour moi, c'est un moyen en fait, de sécuriser les réseaux. Donc, c'est une solution de sécurité en elle-même. En termes d'outils et de ce qui est possible, il faut voir deux choses. Il y a la sécurisation des logiciels et la sécurisation software, je dirais, et la sécurisation hardware. Vous le savez voilà, tous qu'on a besoin typiquement de ledger aujourd'hui, de matériel pour stocker ces cryptos. Ce sont des appareils qui forcément attisent l'intérêt des hackers qui veulent récupérer les montants de crypto qui sont dessus. Donc, je vous laisse imaginer voilà, toutes les perspectives d'attaques qui peuvent se profiler sur ce type de système. Et je dirais encore mieux, plus les applications se développent, NFT, Metaverse, plus on va vraiment avoir besoin de sécuriser tous ces flux de valeurs en fait, qui transitent sur nos applications. Et donc, pour moi, il est plus qu'évident qu'on a besoin d'ingénieurs spécialisés en sécurité, en plus de toutes les compétences blockchain qui existent déjà et qui sont en train d'être développées. Et donc, voilà, je partage tout à fait l'avis dans les commentaires et je vous invite vraiment aussi à pousser les portes de ces parcours en sécurité avec spécialisation blockchain qui sont très intéressants. Une question également de Fanny que j'ai trouvée intéressante sur la notion des diplômes. Fanny qui nous dit donc pensez-vous que l'expérience dans l'écosystème et les compétences acquises sur la pratique personnelle finiront par primer sur les diplômes? Il est déjà très difficile de trouver une première opportunité en France sans expérience professionnelle traditionnelle. Alors si l'on réussissait à se détacher de ce point, là, ça ne serait pas mal. Est-ce que peut-être vous avez des commentaires sur ce sujet? Laurent Enoch qui a répondu effectivement, j'ai vu déjà. J'aurais tendance à répondre. Enfin, ça pose de manière indirecte la pertinence des diplômes actuellement. C'est quand on voit la vitesse d'évolution d'apprentissage, de nouvelles techniques. Alors bon, je dirais le marketing, c'est relativement stable, la finance aussi, enfin et autres, quoique. Mais sur des technologies comme celle-là, il y a un tel bouleversement qui arrive tous les ans, tous les 2 ans. Il y a vraiment des notions de formation continue. Moi, je l'ai proposé un grand MBA que d'avoir des sessions un peu comme pour les cours que les médecins doivent suivre tous les ans. Là, ils ont un certain nombre d'heures de formation par an. Il faudrait pour qu'un diplôme soit pérenne, avoir cette petite semaine comme ça tous les ans, ou pour les réservistes quand on est dans l'armée, d'avoir comme ça une semaine ou 15 jours pour de mise à niveau sur des nouveaux systèmes d'armes, des nouvelles procédures, enfin bon, ou autre. Donc on est peut-être sur un point de bascule là où il va falloir accélérer tout ça. Donc il y a peut-être un mindframe ou un concept un peu global de diplôme, mais il faudra que le diplôme soit vivant après. Je ne sais pas ce que Laurent a répondu, mais... Oui, non, j'ai fait une réponse un peu brutale, brutale et ça très ne te fausse, ressemble en fait. pas, c'est pas toi. Ça. Très fausse. Juste dire qu'en fait, chez nous, à Kix, par exemple, c'est carrément pas le sujet. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui franchissent le pas de recruter des gens pour leurs compétences, aussi bien dans des fonctions de développement que des fonctions commerciales. Pour moi, c'est en train de devenir hors sujet. Par contre, on voit bien que dans l'industrie française en général, la prééminence des diplômes n'est pas prête de tomber pour des postes d'administration ou de management haut placés. Voilà, c'est un problème français. Juste pour conclure. Vas-y, je t'en prie, Yacine, vas-y. Merci. Alors, par rapport à la question de Fanny, donc pensez-vous que l'expérience dans l'écosystème, les compétences acquises finiront par primer sur les diplômes? C'est déjà le cas. On a même aujourd'hui des candidats qui n'ont même pas de CV. Par exemple, si on prend des très bons développeurs de la core team Ethereum, ces gens-là ne sont sur aucun réseau, n'ont aucun CV et n'ont pas de diplôme, la plupart du temps lié à l'informatique de base.
On retrouve même des ingénieurs de base qui ont été formés en mécanique ou sur d'autres diplômes et qui sont autodidactes vraiment sur le métier de développeur. Donc, on est déjà dans ce modèle-là où après, ce sont des personnes qui maîtrisent quand même très, très bien le sujet. Hein. Ce sont des développeurs fortement qualifiés et on est dans un modèle où on n'a pas de CV, on n'a pas de diplôme, mais ces gens-là ont des entretiens et sont pris dans des gros projets en France pour du développement de blockchain. Donc, on avance sur le fait de ne pas forcément réclamer des diplômes spécifiques à la blockchain ou à l'informatique de base. Merci Yacine. Une question d'Eric, notamment. On va bientôt terminer, mais qui est en formation, en auto-formation certifiante Ivanhontech Moralis. Donc, Eric, je tiens à te dire, pareil, j'ai fait cette formation que je trouve, que je recommande, hein, Ivanhontech, qui aujourd'hui s'appelle Moralis, qui était un ancien développeur en 2013 chez Ericsson et puis qui a monté sa communauté de développeurs et puis ensuite qui a élargi tout le spectre de formation sur du business également. Donc, ça a de l'écho, en tout cas, c'est des bons souvenirs. Et donc, tu dis que tu es en binôme avec un dev au Costa Rica, tu es créatif, une expérience managériale, entrepreneuriale et projets blockchain-based en cours, et tu te demandes comment aborder les entreprises pour une création de poste. Est-ce que quelqu'un veut peut-être répondre à Eric ? Pierre, peut-être des conseils pour aborder les entreprises avec une formation auto-certifiante, donc Moralis, Ivanhontech. J'étais en train de m'occuper du chien qui était ou Anna, peut-être, ou Anna, Mathias, si vous avez des... Si tu me laisses 10 secondes. Alors, je relisais la question, je suis désolée. Alors, il y a dans toutes les entreprises, typiquement, le bouton candidature spontanée. Et je pense qu'effectivement, on a pris l'habitude à l'éviter parce qu'on se dit, mais qui va lire ça? Je pense que dans les entreprises innovantes comme celles dans lesquelles on se trouve ici, on a une certaine sensibilité au talent. Donc, moi, je sais que dans mon expérience, ça m'est arrivé de ne pas avoir un poste qui était créé, de recevoir des candidatures spontanées, de réaliser qu'on avait des besoins qui correspondaient aux compétences qui nous étaient présentées et donc de créer un poste. C'était un peu ça la logique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai pour la blockchain, c'est vrai pour toutes les applications de la blockchain aussi, on est tous dans une démarche très opportuniste. On a envie d'évoluer et on évolue par le talent qu'on attire. Donc voilà, si le poste n'est pas là, peut-être c'est parce que les gens en charge n'ont juste pas pensé, mais que ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas nécessaire. Voilà. Merci beaucoup Anna, merci, impeccable. Merci pour ta réponse. Alors ensuite une autre question d'Arthur, et puis on va terminer avec ça je pense, parce qu'effectivement on pourrait y rester encore un petit peu, mais donc alors une question donc de Arthur. Est-ce que le problème de la blockchain est sa décentralisation? Quand on voit le business model des GAFAM, avec le cloud ou le data, il est difficile de faire de même avec la blockchain et de dupliquer un service identique sur la blockchain. Alors, est-ce que le problème de la blockchain est sa décentralisation? Je pense que c'est, je sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? Je ne suis pas sûr qu'on va tout comprendre. Ah oui, vas-y, Carolina, vas-y. Non, c'était juste un petit complément d'information à souligner qu'en fait, la décentralisation, ce n'est pas un terme général. Et si vous vous intéressez un petit peu plus au sujet, finalement, il y a différents niveaux de décentralisation. Ils sont aujourd'hui classés de 1 à 6. Et les projets également, on peut les classer par niveau de décentralisation. Et en réalité, on se rend compte qu'on n'a jamais atteint le niveau 6, qui est la full décentralisation dans un projet. Donc déjà, pouvoir catégoriser les projets par leur niveau de décentralisation est un point important. Ensuite, de dire que c'est le problème, je dirais que c'est l'essence même de la blockchain, c'est ce pourquoi elle a été créée. Donc, pour moi, c'est compliqué de dire que là est le problème. Est-ce que c'est adapté à nos besoins sociétaux?
Pour moi, la réponse est en termes de sécurité, c'est-à-dire, je suis désolée de voir un peu le monde sous ce prisme, mais effectivement, c'est ce que ça apporte. Ça apporte de la confiance, ça apporte voilà, de la non-falsification de documents, de données. Donc, voilà, après, à nous d'adapter peut-être nos services et puis nos usages pour avoir quelque chose de plus optimal. Mais du coup, je te laisse la parole, Laurent, pour compléter. Oui, merci Carolina. Non, j'allais dire que la décentralisation, ce n'est pas un sujet industriel. L'industrie ne fonctionne pas avec des accès décentralisés, elle fonctionne avec des accès distribués. Et quand on évoque les GAFAM, on parle de systèmes informatiques qui sont capables d'absorber des trillions de requêtes, qui sont extrêmement scalables, mais qui sont distribués. Et en général, les systèmes industriels n'ont pas du tout envie que tout le monde puisse écrire sur leur système ou parler même à une blockchain parce que ça poserait des risques de sécurité. Donc le problème auquel répond la décentralisation, par exemple, de Bitcoin, c'est la résistance à la censure. Et la résistance à la censure n'est pas un sujet industriel. Donc, je dirais que reproduire ce que vous évoquez de reproduire le fonctionnement des GAFAM sur la blockchain, c'est effectivement complètement impossible si on parle de Bitcoin, par exemple, parce qu'on a des problèmes de scalabilité colossaux. Mais si on parle de reproduire des phénomènes, des mécanismes de type GAFAM sur des blockchains à haut débit, en proof of stake, etc., comme celle de Binance Smart Chain, bien oui, on peut, puisque finalement, ces blockchains-là ne sont que des systèmes industriels relativement normaux, je dirais. Donc voilà, je voulais juste dire que le sujet de la décentralisation, c'est la résistance à la censure et que l'industrie n'en a pas besoin. Vaste sujet, la décentralisation. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Une petite question, alors plutôt en termes de pratique, on va dire, sur la partie full remote des postes dans la blockchain. Est-ce que vous pourriez, peut-être Yacine ou Anna, nous éclairer, Adrien, sur la partie, est-ce que effectivement le full remote existe? On a parlé de travail en équipe, donc bon, après tout ça, est-ce que c'est compatible aujourd'hui? Je peux prendre Oui, je t'en prie. une partie de la réponse en tout cas sur ça. Nous avons appris assez rapidement, méthode doivent exister. Il y a des développeurs ou d'autres types de... Enfin, ça marche beaucoup pour les développeurs parce que quand on fait du business développement, on a quand même besoin d'être beaucoup en présence des clients. Donc, c'est pas vraiment du full remote. Pour l'équipe administrative, pareil, c'est bien qu'elle soit présente dans les locaux et au milieu de l'équipe pour bien sentir les besoins. Après, pour les développeurs, c'est vrai qu'il y en a qui travaillent très, très bien en full remote et nous, on a toujours encouragé le rythme qui convient à l'employé. Donc, bon, après, avec les instruments français, ils sont des cadres autonomes, ils organisent leur temps de travail comme bon il leur semble. Et oui, on accepte aussi du full remote, tout en prenant soin de mettre à disposition des locaux parce qu'on a eu la surprise d'avoir vraiment ce besoin qui s'est matérialisé de la part de nos équipes de venir au bureau et d'avoir ce rythme un peu traditionnel. Donc, voilà pour mon retour d'expérience. Merci beaucoup, Anna. Est-ce qu'un complément peut-être de Yacine, éventuellement? Je peux dire quelques mots. Bien sûr, Jean-Luc, je t'en prie, vas-y. Bien sûr. Pour voir, j'irai à travers jobs.wordcrypt.com. Donc, on voit régulièrement passer des offres d'emploi. On a d'ailleurs listé plus de 200 entreprises actuellement qui recrutent et on pourrait aller bien au-delà. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le travail à distance est devenu de plus en plus courant. Alors après, effectivement, ça dépend du métier, quoi. Enfin, ça dépend de la fonction. Certaines fonctions sont plus compliquées que d'autres. Mais alors, est-ce que c'est l'effet Covid en plus qui en rajoute? L'effet Covid, le fait de manquer de talent aussi. Hier encore, j'ai eu une demande d'une personne
assez pointu, justement, qui est basé en Ukraine. Et voilà, donc cette personne, elle se pose la question, est-ce qu'elle va se déplacer, est-ce qu'elle va chercher à distance? Donc, en fonction des, je pense, des métiers, on voit passer de plus en plus, effectivement, de demandes à distance. Enfin, c'est quelque chose maintenant qui devient assez courant, en fait. Hein. Voilà. Après, peut-être effectivement que certains postes comme connotation commerciale demandent, je dirais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Peut-être des compléments sur le sujet, Yacine, pour conclure? Oana a très bien parlé du remote et même d'ailleurs le chiffre que tu as donné au début de 44% des offres d'emploi qui sont en full remote maintenant. Mais voilà, ça concerne exclusivement les profils, les talents développeurs. Mais les fonctions support, on a vraiment besoin d'elles en entreprise le plus possible, dans les locaux en tout cas. Voilà, j'avais rien de plus à ajouter. Merci beaucoup, Yacine. Merci à tous. Je pense qu'on a le mot de la fin. Écoutez, donc en conclusion, vous l'avez compris, le Web3 et la crypto-monnaie et les blockchains, c'est un environnement incroyable qui va très vite. Donc on participe à quelque chose qui nous dépasse, comme disait Oana, et qui nécessite une démarche perpétuelle d'apprendre, de s'adapter en permanence avec une grande diversité de missions, de métiers. Voilà, donc je tiens sincèrement à vous remercier tous pour tous nos speakers de haute qualité pour pouvoir participer à cette première conférence. Donc Oana, Mathias, Clara, Adrien, Pierre Paperon, Carolina, Yacine, Jean-Luc, merci beaucoup. J'avoue que c'était un challenge en termes de timing, de regrouper tout le monde avec autant de speakers de si grande qualité. Donc bravo à tous pour avoir respecté le timing et puis pas à peu près, mais en tout cas, je pense qu'on l'a calé en 2 heures, c'est quand même pas mal déjà. Et bravo à tous pour vos brillantes présentations. Donc j'espère que ça vous a plu également à tous. N'hésitez pas à nous faire part des retours directement sur la page LinkedIn de Blockchain HEC, sur le post principal de LinkedIn dans lequel vous aurez tous les qui est en piné, on va dire, en haut de la page de Blockchain HEC. Vous le verrez, toutes les conférences. N'hésitez pas à mettre même si vous avez des questions dans les commentaires. Et puis nous vous donnons rendez-vous directement avec les prochaines conférences. Alors la prochaine, c'est le 18 janvier avec les fondateurs de Cardashift. Le 20 janvier, on a le fondateur de Sandbox, Sébastien Borgé. Le 25, Pierre Paperon, qui nous fait une conférence sur le métaverse. Et puis également, en fin de mois, exactement la date, je ne sais plus, Logical Pictures. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Encore merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.